Bon les gars, on s'attaque à un gros morceau de l'art là. Francis Bacon naît le 28 octobre 1909 à Dublin en Irlande. Il est issu d'une famille plutôt noble, son père est entraîneur de chevaux de course et sa mère est héritière d'une famille d'industriels. Malheureusement, il va avoir une enfance assez compliquée, il va être atteint d'un asthme plutôt avancé qui ne va pas du tout être arrangé par la violence de son père, et il va finir par être quasiment élevé par sa nounou. Comment vous dire qu'on démarre bien dans la vie dans ces conditions? À la déclaration de la guerre en 1914, son père est affecté à Londres et la famille va devoir vivre entre les deux villes. Francis Bacon ne peut donc pas vivre une scolarité normale et il va avoir un précepteur. Un précepteur est un peu une personne qui fait l'éducation des enfants à la maison. En gros, à ses 16 ans, son père va le trouver en train de s'admirer devant le miroir avec les vêtements de sa mère. Il va donc lui révéler qu'il est homosexuel et son père va complètement le rejeter, va le virer de chez lui. Francis Bacon va donc devoir vivre tout seul à Londres et il va avoir une pension alimentaire qui va être versée par sa mère pour pouvoir l'aider à vivre. Il va finir par quitter l'Angleterre peu de temps après pour vivre plusieurs mois entre Berlin et Paris. Il vogue un peu au gré du vent et va exercer plusieurs métiers dont peintre décorateur d'appartements tout en dessinant à côté. Il finit par retourner à Londres en 1928 et s'installe comme décorateur et commence à peindre ses premières toiles d'influence surréaliste. Il y aura également beaucoup de similitudes avec Picasso dans son travail. Bacon est autodidacte, il va s'inspirer de très grands artistes tels que Velázquez, Nicolas Poussin pour par exemple Le Massacre des Innocents ou encore Rembrandt. Cependant, son influence surréaliste sera un peu plus issue du cinéma, notamment des films de Louis Buñuel comme Un chien andalou. En 1930, le journal The Studio va lui accorder un article après l'exposition d'art décoratif qu'il a organisée dans son atelier, mais à partir de 1931, il va peu à peu abandonner son métier de décorateur pour se consacrer un petit peu plus à la peinture. Il va donc enchaîner les petits métiers pour survivre. En fait, Francis Bacon, c'était un peu comme un étudiant aujourd'hui, quoi. En 1933, il peint La Crucifixion. Il faut savoir que Bacon est athée, donc il n'y a pas vraiment de sous-entendu religieux, mais par cette toile, il va déjà commencer à vouloir imposer son univers troublant et son travail dans l'attention dans les corps qu'il représente. En 1934, il se verra accorder sa première exposition personnelle à la Transition Gallery. Cependant, cette exposition va être un total échec et Bacon va vouloir complètement arrêter la peinture. Et il va s'enfoncer encore plus quand en 1936, il va être refusé à l'exposition internationale du surréalisme organisée par André Breton. Cependant, il sera sélectionné pour l'exposition collective Young British Painter de 1937 avec Graham Sutherland et Victor Passmore. En 1941, il va être affecté à la défense civile et déclaré inapte au service militaire, il va s'installer quelque peu à la campagne, puis reviendra à Londres par la suite pour louer un atelier. À ce moment-là, il va détruire quasiment tout son travail et ne va garder qu'un dixième des œuvres qu'il avait produites. En 1945, 3 études de figure au pied d'une crucifixion va provoquer un énorme scandale lors de son exposition à la Lefebvre Gallery. Il va être qualifié d'une violence expressive rare, et ce qui va choquer, c'est surtout le fait qu'on sort de la Seconde Guerre mondiale à ce moment-là. Cependant, pour Bacon, et on le verra dans la suite de son œuvre, les corps écrabouillés, disloqués, révèlent l'animalité qu'il y aurait en chaque homme. Le tableau sera acquis en 1953 par la Galerie Tate de Londres. Il va vivre à Monte-Carlo dès 1946 et va peindre une toile qui va s'appeler tout simplement Peinture, qui va encore plus pousser son style dans le domaine de l'effroyable et dans cet univers parallèle qu'il essaie de créer, et la toile sera achetée par le Musée d'Art Moderne de New York en 1948. Dans ses œuvres, Bacon donne vie à une seconde réalité. La tension caractérise sa peinture et s'établit entre la volonté de figurer et celle de ne pas illustrer, ce qui crée dans son travail quelque chose d'irrationnel qui maintient l'idée d'un inachèvement. Il y a un bébé qui pleure. Il va débuter des séries de têtes qui s'inspirent de Velázquez. À la même époque, il va rencontrer le peintre Lucian Freud et va régulièrement peindre des portraits de lui, dont le premier en 1951. Il va en plus de ça rencontrer à Paris Picasso et Giacometti qui a fait L'homme qui marche. En 1953, il va peindre une toile qui je pense est l'une de ses toiles les plus connues aujourd'hui, Étude d'après le portrait du pape Innocent X par Velázquez. Malgré tout ce qu'on peut croire, cette œuvre n'est pas la grande œuvre de Bacon, du moins selon lui, car pour lui, cette toile était juste un prétexte pour utiliser ces couleurs-là, mais on a quand même ce côté grotesque et cauchemardesque, plus le cri étouffant qui va vraiment nous frapper là-dedans. Ce qui renforce également cet effet, c'est le fait qu'on a l'impression que le pape est enfermé dans un carré, dans une case, qui va l'étouffer encore plus. Il tente de créer un second monde, un monde parallèle, comme j'ai pu le dire précédemment. C'est un peu comme une retranscription de la réalité, mais en empruntant des chemins annexes non conventionnels. En 1955, il va avoir droit à sa première rétrospective à l'Institut d'Art Contemporain de Londres. Et en 1957, il aura sa première exposition à Paris et va créer la série des Van Gogh, inspirée par la vie du peintre et la destruction de ses toiles pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1958, il va signer son contrat avec la galerie Marlborough. Mon accent doit être
horrible qui va devenir son marchand. À partir de là, les expositions vont vraiment se succéder. En 1959, il va d'ailleurs participer à la Biennale de Sao Paulo. En 1961, sa galerie s'installe dans une maison de 2 étages située à Londres. Voici l'adresse, je vais pas essayer de la prononcer parce que sinon ça va être un carnage. Son atelier est situé à l'étage dans une pièce qu'il ne nettoie jamais et qui entasse et entasse. Et en 1964, il va créer son premier grand triptyque parmi les nombreux triptyques qu'il aura pu faire pendant sa carrière. 3 études pour une crucifixion, donc encore le thème de la crucifixion qui va revenir vraiment régulièrement. C'est vraiment à partir de là que le triptyque va devenir une forme conventionnelle dans son travail. On peut voir que Bacon peint très régulièrement ses décors en aplat. Pour lui, ces décors constitue la condition du surgissement d'une présence et s'oppose du coup à celle-ci qui est faite de superposition de traits. Bacon considère ces décors comme de simples contenants, ils n'ont donc pas vraiment de valeur à ses yeux, mais il en a paradoxalement besoin afin d'enfermer le sujet et pour mieux permettre de créer une distance avec le spectateur, un peu comme un emprisonnement d'êtres mutants. En effet, les contours de ces figures sont souvent flous, comme si l'humain n'était rien. À la même époque, il va faire la rencontre de George Dyer qui va devenir son amant et son modèle. En 1966, il va donc peindre un portrait de George Dyer à la bicyclette et en 1968, portrait de George Dyer dans un miroir. Malheureusement, pendant la première rétrospective de Bacon au Grand Palais en 1971, Dyer va se suicider dans leur chambre d'hôtel et Bacon, qui va être très marqué par cet acte, va lui dédier une série de triptyques. Par la suite, son art va devenir beaucoup plus personnel, introspectif et préoccupé par la mort. En 1969, il va peindre 3 études pour une corrida, dont la deuxième étude va servir pour la feria de Nîmes de 1962. Voilà, c'est une petite anecdote, vous en faites ce que vous voulez de ça. Par rapport au thème de la corrida, Bacon y voit une violence mais également un aspect sexuel. De 1964 à 1971, il va régulièrement peindre la peintre Isabelle Rawstorm, qu'il considère comme son unique amour féminin, mais qui va décéder en 1992. Bacon meurt à la même année durant son voyage à Madrid. John Edwards, son dernier compagnon, fait don de son atelier à la Hugh Lane Municipal Gallery de Dublin. Francis Bacon sera un des artistes les mieux cotés de son vivant. Il puisera notamment son inspiration sur des philosophes, par exemple Nietzsche, pour creuser dans cette vision amoraliste du monde. Pourtant, malgré sa vision existentialiste de la vie, Bacon était qualifié de très bon vivant. Ce qu'on peut dire de Francis Bacon, c'est que c'était un artiste plutôt torturé dans son art. Il a quand même énormément marqué le domaine de par ses figures cauchemardesques, son travail de la chair, sa violence expressive, et c'est surtout ça qu'il faut retenir. Le point culminant de cette réflexion est son étude pour un autoportrait de 1982 et son chef-d'œuvre, étude pour un autoportrait triptyque de 1985. Ces autoportraits représentent Bacon tel qu'il se voit lui de l'intérieur avec son sentiment de mal-être. Par les couleurs, il essaie d'heurter le regard des spectateurs. Les traits du visage sont presque impossibles à distinguer car ils sont beaucoup trop flous et torturés. Il va malaxer la chair pour en faire jaillir les émotions, pour vraiment montrer qu'il perd son visage au même titre qu'il perd son identité. Comme pour ma vidéo sur Rodin, il faut plus voir cette vidéo comme une petite révision, une petite fiche explicative sur Bacon. Comme je l'avais déjà dit, si vraiment je devais aller dans la précision, il faudrait que je fasse une analyse concrète d'une œuvre, ce que je vais sûrement commencer à faire, mais mes vidéos seront peut-être un petit peu plus longues, ce qui va demander aussi beaucoup plus de travail. En tout cas, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à commenter et à vous abonner, ça ferait super plaisir, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!